On a la chance d'avoir un des intervenants et un des spécialistes du fanzine, Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour. On va aussi saluer les personnes qui nous voient en direct sur le net, puisque la rencontre est retransmise sur YouTube. Alors, pour commencer, de quand date ta rencontre avec le fanzine? Puisqu'on a compris qu'avant d'être un spécialiste, tu as fait ton propre fanzine. Alors, avec le terme fanzine, en fait, j'ai commencé à faire des fanzines comme beaucoup, sans savoir que je faisais des fanzines, comme Monsieur Jourdain. J'ai fait mon premier fanzine, j'avais 13 ans, en 1984. J'écoutais des musiques très alternatives, genre Jean-Jacques Goldman, Karen Cheryl, enfin vous voyez le genre. Et je lisais Salut les copains, OK Podium. Et je m'étais amusé à découper les deux magazines, à mélanger questions à Karen Cheryl, réponses de Jean-Jacques Goldman, etc. Et puis j'avais un copain dont le père avait une entreprise avec une photocopieuse, il avait fait ça. Bon, c'était un one shot, voilà, je m'étais amusé à faire ça. Et après, c'est vraiment au lycée. Où là, avec des copains, parce qu'on en a parlé tout au long du documentaire, c'est vraiment quelque chose un exercice de sociabilisation, même si on ne s'en rend pas compte, on tisse des liens, on crée une amitié forte. On écoutait là plutôt de la musique punk, metal, hard rock, c'est à l'époque, et puis on allait au concert, et puis un jour chez un disquaire, donc on était à Nantes, chez un disquaire d'occasion, je suis tombé sur un magazine qui s'appelait Bordel 666, et puis je voyais des noms de groupes que je connaissais, et donc je demande au vendeur, je dis qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est un fanzine. Je n'étais pas plus avancé, ça coûtait 4 francs, donc je dis ok, et puis je prends, c'était quelque chose, voilà, c'était un fanzine punk, coupé, collé, et puis très mal écrit, et puis on a regardé ça dans un café, on a rigolé pendant 2 ou 3 heures. C'était un samedi après-midi, et puis le lundi, dans la cour de récré, on s'est dit on va faire pareil. Et donc là, on a commencé à aller au concert en se disant désormais, on va interviewer les groupes. Et donc on a commencé à interviewer les groupes, à faire des chroniques de disques qu'on écoutait. Donc le premier numéro est sorti à 50 exemplaires. C'était février 89. Et puis, il y en a eu plusieurs. Et c'est monté, le deuxième 70, 150, 400. Et puis, au bout d'un an, on était entre 1000 et 5000 exemplaires. Donc, en fait, ça nous a un petit peu dépassé. On avait 17-18 ans. Et puis, cet aspect tremplin, en fait, de professionnalisation, mais sur le tas, nous a tous un petit peu concernés. Et puis, j'ai un des membres du fanzine est devenu journaliste chez Ouest France. Après, il a monté un titre de presse, etc. Donc voilà. Et après, moi, j'ai fait beaucoup de fanzines. Après cette expérience collective, des fanzines que j'ai fait un peu tout seul sur l'électro, sur la littérature, sur les fanzines. Et puis aussi de l'édition, parce que ça nous a amené aussi à faire de l'édition d'ouvrages. Et en parallèle, enfin, c'est en tant qu'universitaire que tu as développé Non. Alors, ma spécialité en tant qu'universitaire, c'est plutôt l'érosion et la submersion marine, donc on est bien situé. Donc ça a été ça jusqu'il y a 4-5 ans, où là j'ai décidé de m'éloigner de ce domaine-là et de travailler, de faire de la recherche et de l'enseignement sur les fanzines. Parce que c'est un domaine qui est passionnant, qu'il y a plein de choses à faire, mais qu'évidemment, il n'y a pas de la fanzinologie n'existe pas. Donc c'est du bricolage qui va prendre dans les sciences humaines, enfin plein de sciences différentes. Et donc on est tout un groupe là à commencer à travailler là-dessus. Et notamment, c'est apparu dans ce qu'on appelle les punk studies, parce que là aussi, le punk est devenu un objet d'étude à l'université depuis 5-6 ans. C'est parti notamment d'Angleterre. Alors, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, beaucoup d'anciens punks des années 70-80 se retrouvaient à l'université en tant que chercheurs. Et donc aujourd'hui, ils se réapproprient, sont historiens, spécialistes du 18e, du 19e, et puis à un moment donné, ils disent tiens, finalement, le punk, ça a 50 ans, on pourrait peut-être l'étudier avec nos outils d'historiens. Donc voilà, il y a des études sur le punk qui sont bien orchestrées, organisées. Et puis donc là, en France, on essaie de faire ça sur le fanzine. Alors juste, je crois que l'ancien leader du Berruyer Noir est aussi chercheur au CNRS. Il a tout donné d'ailleurs, toutes les archives du groupe à la BNF. Oui, François Guimau, François, donc le chanteur des Berruers, a fait don effectivement des archives de Berruyer Noir, donc un groupe punk français, début des années 80, qui a traversé les années 80. Et lui, il est ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste d'études laotiennes, vietnamiennes, donc c'est loin du punk, mais... Il y a un moment, Marie Bourgoin de la Fanzinothèque dit dans le film, finalement à la fin,
et fanzine, qui veut être fanzine? Et finalement, il y a toujours cette question de qu'est-ce que c'est qu'un fanzine? Alors, c'est quoi ta définition à toi, alors? Alors, effectivement, les frontières, en fait, chaque fanzine pourrait mériter sa propre définition. Moi, ce qui me semble important, c'est des choses qu'on a entendues tout au long du documentaire. C'est, d'une part, ça part souvent de la passion. Une passion et l'envie de partager cette passion. Donc, c'est souvent un amateur qui se retrouve un petit peu frustré, parfois, par le traitement médiatique, on va dire mainstream, d'un objet culturel qu'il passionne. C'est le cas pour la musique. Les fanzines punk sont apparus parce que les magazines musicaux qui étaient en kiosque ne comprenaient pas le punk, le traitaient mal. Donc tout d'un coup, des jeunes qui écoutaient cette musique disaient non, mais c'est pas ça, c'est autre chose, se sont mis à écrire leur propre fanzine. Donc ce côté passion est important. Ce côté aussi moyen du bord. Faire avec les moyens du bord, avec une économie de moyens. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des facilités d'impression. L'impression numérique couleur coûte aujourd'hui moins cher que de la photocopie noir et blanc. Donc, moi, ça ne me choque pas de voir des fanzines en couleur. Moi-même, les fanzines que je fais aujourd'hui, souvent, sont plutôt en quadrille. Ils me coûtent moins cher que d'aller faire de la photocopie noir et blanc. Donc, et d'ailleurs, il y avait des fanzines à la fin des années 70, début des années 80, des fanzines punk qui étaient en couleur, tout simplement parce que les gens avaient accès à un photocopieur couleur. Donc le fanzine A5 noir et blanc, c'était plutôt par défaut. Souvent. Donc il y a ce côté-là, ce côté amateur, vouloir transmettre une passion, parler de quelque chose, faire avec les moyens du bord. Et puis surtout, c'est l'école de l'audace. Ça, c'est quelque chose, c'est voilà, se pas poser de questions, se dire j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis, qu'importe le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous les types de fanzines, en fait. On a l'impression aussi que c'est un objet anticapitaliste, le fanzine, forcément. On ne se fait pas de l'argent avec le fanzine. Après, ça peut être... Alors, c'est souvent pas la motivation première, parce que très souvent, les gens qui commencent à faire du fanzine sont adolescents, sont lycéens. Thomas VDB en parlait. Et puis, on voit bien, on fait quelque chose... moi, je me souviens de notre fanzine, il nous coûtait, quand on avait... Alors bien sûr, on a fait parfois des photocopies sur les photocopieurs de la mairie de Nantes entre midi et 2. Donc là, ça coûtait rien. Mais quand on payait l'impression, parfois, on les vendait moins cher que le prix de revient. Parce qu'on se disait, non, mais si on le vend 10 francs, personne ne va l'acheter. Donc on va le vendre 5, même s'il nous a coûté 6. Donc voilà. Et puis, c'est effectivement par rapport, on va dire, à une logique capitaliste qui va essayer de maximiser les profits. Ça a été dit aussi par certains des intervenants. Dans le fanzina, l'économie, c'est plutôt d'essayer de minimiser les pertes. Voilà, on va essayer de perdre le moins d'argent possible. Et puis, c'est cette économie-là qui fait que, après, c'est comme vous faites du sport, vous avez besoin de chaussures, de matériel, on fait des fanzines, on se dit... c'est mon hobby et je vais dépenser cet argent-là. Alors je peux peut-être montrer justement, si on peut penser des contre-exemples finalement, puisque ça a été évoqué rapidement. Bon, c'est quelque chose d'assez connu, mais dans le milieu de la BD en tout cas, puisqu'on a parlé tout à l'heure, ça a été évoqué rapidement. Donc Schtroumpf, fanzine qui a été créé, donc là c'est un des premiers, vous voyez, il est en format A5, fanzine qui a été créé en 1969-70. Le premier numéro, il était à 80 exemplaires. J'en ai pas, mais on peut en trouver des copies sur Internet, voir à quoi ça ressemblait. Dans cette économie de moyens, le premier numéro, en fait, il était photocopié, replié, agrafé, et puis on pouvait mettre sur le verso directement l'adresse et puis le timbre, ce qui permettait d'économiser l'enveloppe. Donc le créateur, il avait 16 ans à l'époque, 16-17 ans. Et c'était quelqu'un, donc c'était un ado passionné de BD et qui a écrit à Peyo pour demander s'il pouvait emprunter le titre Schtroumpf, qui n'hésitait pas à solliciter, comme on a entendu tout à l'heure, pas comme Tillman, qui écrit à Edika, qui ose l'école de l'audace. Et donc c'est quelqu'un qui va partager son amour de la bande dessinée. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est tapé à la machine, on met le maximum de texte par page parce que ça permet de réduire le nombre de pages. La gazette, les interviews, vous voyez, c'est assez indigeste vu comme ça.
Mais c'est fait par quelqu'un de passionné. Donc, bon, on a parlé tout à l'heure, c'est Jacques Glénat Gutin, donc, qui 5 ans après va créer les éditions Glénat. Mais au départ, il est ado, il n'a aucune compétence. On voit bien, hein, vous voyez, là c'est tiré, c'est fait à la règle. Parfois, c'est les premiers titres, on voit bien que c'est fait en lettres A7. Vous voyez, là il y a du découpage, on voit limite encore les traces. D'ailleurs, il y avait dans ce numéro, il y avait même une annonce de, je ne sais pas si je vais la retrouver, il y avait une annonce de Boudjelal qui vendait des BD. Donc, il avait 18 ans à l'époque. Mourad. Ouais, voilà, il vendait ses BD. Donc, il y a des petites annonces. Ouais, c'est comme ça que les gens se retrouvent. Et puis, donc là, on a un peu le contre-exemple. Hein, un fanzine, c'est toujours une aventure éphémère. Et très rarement, ça va déboucher sur du succès. On a eu l'exemple des Inrecuptibles. Mais par contre, ça peut être un tremplin personnel. Alors là, je vais vous montrer celui-là. C'est le plus vieux fanzine que j'ai dans ma collection. Il date de 1950. Vous voyez, mai 1950. Et il se trouve qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai pu échanger par mail avec 2 des fondateurs de ce fanzine. Alors, ils ont 91 et 92 ans à l'époque. Hein. Alors déjà, les retrouver, ça c'est la magie d'Internet et puis des réseaux sociaux. Et puis leur demander comment ils étaient venus à faire ce fanzine. Alors, raccord consacré au cinéma. Alors, vous voyez, là aussi, c'est assez austère. Donc, en fait, c'était des étudiants en littérature, fans de cinéma. On en a vu tout à l'heure, d'autres fans de cinéma. Et qui, à la fin de l'année 49, Gallimard éditait une revue de cinéma et puis arrête l'édition. Et là, ils se retrouvent frustrés. Ils se disent, il y a plein de nouveaux réalisateurs, plein de nouveaux films, personne n'en parle. Donc, on va créer notre revue. Ça s'appelle la Revue étudiante de cinéma. Et donc, ça s'appelle Raccord. Ça va durer 1 an. Il y aura 9 numéros. Alors après, très vite, vous voyez, il y a un petit succès. Ils vont passer à une impression offset. Et puis un papier, même avec de la publicité, vous voyez, Christian Dior. Et puis ça dure 1 an, 9 numéros. Et puis le rédacteur en chef, je manage le suspense, je ne donne pas encore son nom, le rédacteur en chef arrête parce qu'il doit reprendre l'entreprise de son père. Son père est importateur de balances Toledo, balance américaine en France. Et son père lui dit non, tu reprends l'entreprise. Et donc il finançait ça en cachette grâce à l'argent de sa mère. Donc ça pendant 1 an. Pour l'anecdote, Jacques Daniel Volcroze va écrire dedans et va proposer à notre rédacteur en chef de faire un magazine ensemble. Et puis il va refuser, il va dire non, on continue Raccord. Donc Jacques Daniel Volcroze va créer un autre fanzine assez connu, les Cahiers du cinéma. Et dans Raccord, François Truffaut écrira son tout premier article. Hein, avant d'être dans les Cahiers du cinéma. Donc, alors, je dévoile qui c'est, parce que cette personne reprend l'entreprise de son père, la sécurise pendant quelques années, et puis en fait, il est amoureux du cinéma, et il revient au cinéma comme chroniqueur à l'Express, et on se rappelle de lui comme étant ce jeune qui éditait Raccord. Alors son nom, c'est Gilles Jacob. Gilles Jacob qui va devenir ensuite directeur et président du Festival de Cannes. Donc en fait, voilà, Gilles Jacob, il a 20 ans, il crée un fanzine de cinéma. Alors, le terme fanzine, il ne le connaît pas, hein, le terme n'est pas encore, n'a pas passé l'Atlantique, hein, c'est un terme qui a été forgé en 1940. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui on définit le fanzine comme ça, hein, des amateurs, des passionnés qui font avec les moyens du bord, qui se débrouillent pour distribuer par eux-mêmes. Il me dit, oui, je suis d'accord, en fait on faisait un fanzine sans le savoir, parce qu'ils allaient vendre vers Quartier Saint-Germain, à la Criée, à la sortie de la Sorbonne, directement leur fanzine. Terme un peu apocryphe, mais bon, le fanzine, et puis le déposer dans des librairies spécialisées. Et puis, tant que je suis là, une chose, alors là aussi, donc là, vous voyez, c'est pas le fanzine s'est arrêté très vite, mais en tout cas, Gilles Jacob me disait, oui, c'est quelque chose qui avait marqué les gens et qui m'a permis de retourner vers le cinéma, et j'ai pris le virus du cinéma en faisant ce fanzine Raccord qui me permettait de rencontrer des réalisateurs. Et juste dans tes recherches, en fait, tu es revenu aux années 30, c'est ça, pour toi, le premier fanzine, donc c'est The Comet Oui, The Comet. Alors, il y a des magazines amateurs avant, mais ce sont vraiment des magazines. Ce qui se passe avec The Comet, c'est que tout d'un coup, on a vraiment des passionnés, des gens dont ce n'est pas le métier, ce sont des jeunes, ils sont fans de science-fiction, et
ils lisent un magazine qui s'appelle Amazing Stories, qui est un des premiers magazines de niche publiés aux États-Unis, mais après sur du papier de qualité. Hein, c'est pas du pulp, des feuilles, du papier de basse qualité. C'est vraiment comme Paris Match, hein, ou Life, c'est un papier un peu glacé. Et ça parle effectivement de science-fiction. L'innovation d'Amazing Stories, ça va être de publier du courrier des lecteurs avec l'adresse des lecteurs. Le courrier des lecteurs, il y a plein d'autres magazines qui le font. Mais il y a les adresses. Et tout d'un coup, les gens se disent « Ah mais tiens, j'habite Chicago et il y a un autre fan de science-fiction qui habite aussi à Chicago. » Et ils se mettent à échanger en direct. Et c'est comme ça que naissent ces clubs de correspondance autour de la science-fiction. Et cette correspondance, ils vont l'éditer. Donc The Comet, 1930, ils vont l'amener à des conventions. Et puis par effet d'imitation, on va avoir d'autres fanzines comme ça. Là, si on revient sur la BD, donc au départ, c'est vraiment de la littérature. Hein. C'est surtout du texte, hein, en fait. Mais en 1932, vous avez un fanzine qui s'appelle Science Fiction, qui est créé. Et dans le numéro 3 de janvier 1933, on a Joe Shuster et Jerry Siegel qui sortent les aventures de quelqu'un qui s'appelle Superman et qui est un vilain, un super vilain qui a des pouvoirs télépathiques et qui a la volonté d'asservir le monde. Donc là, on est en 1933. Ils créent ça dans leur fanzine science-fiction et ils essayent de vendre leur idée, développer ça à des éditeurs. Et puis c'est finalement en 1938 qu'Action Comics va leur acheter les droits pour $160. En disant ok, Superman ça nous intéresse, mais c'est plus un vilain qui va servir le monde. Le contexte géopolitique a changé, hein, on est en 1938. Ça va être un super héros qui va sauver le monde et l'Amérique. Et donc voilà, pour 130 ou $160, ils cèdent tous les droits. Les droits seront revalorisés à $50 000 par an en 1978. Oui, après un procès. Voilà, 40 ans après. Hein. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important là, c'est que tout d'un coup, effectivement, on a dans cette presse totalement amateur de fans, on a des laboratoires un petit peu d'idées, hein, qui vont se développer. Et puis les éditeurs mainstream ont toujours un œil quand même pour regarder qu'est-ce qui se passe dans cette presse alternative, presse amateur, parce que de temps en temps, il y a de bonnes idées. Parce que ça, pour toi, le fanzine, c'est la presse alternative, ça appartient à la contre-culture, forcément ? Alors après, c'est pas forcément la contre-culture. Oui, certains fanzines vont faire partie de la contre-culture, la free press notamment. Mais après, quand vous avez un fanzine aujourd'hui sur Taylor Swift ou Kanye West, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est la contre-culture. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est cette idée que même quand on traite de la culture mainstream, on va proposer un regard qui est différent. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça naît souvent l'envie de faire un fanzine, d'une frustration, d'une insatisfaction vis-à-vis du traitement médiatique. Il y avait un fanzine sur Taylor Swift, fanzine américain que j'avais récupéré, et j'avais contacté la personne qui faisait ce fanzine. C'était une ado new-yorkaise, elle avait 14 ans, donc on avait échangé par email, et je disais mais pourquoi tu fais Mess of a Dreamer, ce fanzine, pourquoi tu fais un fanzine sur Taylor Swift? Et puis elle me dit, en fait, quand on entend parler de Taylor Swift dans la presse, c'est que des potins, c'est ces histoires de mecs, c'est que ça. Elle dit, moi, Taylor Swift, c'est une artiste dont les textes me touchent, qui m'aide en tant qu'ado, et j'ai envie de montrer que c'est une artiste, voilà, son écriture est belle, etc. Donc voilà, c'est vraiment la fan frustrée par le traitement médiatique de l'artiste qu'elle révère, qui se dit, je vais publier mon propre journal et je vais en parler. Tu l'avais trouvé sur le net, en fait ? Oui, sur Etsy, la plateforme Etsy, qui est une plateforme sur laquelle on trouve beaucoup de fanzines. C'est devenu compliqué aujourd'hui parce que souvent maintenant les frais de port sont 2 fois ou 3 fois le prix du fanzine, donc ça devient difficile de les... Mais Internet est intéressant pour l'échange, pour la diffusion, qui est un des problèmes du fanzina qui a été évoqué. C'est souvent l'envie de faire, l'envie d'écrire, trouver les moyens éventuellement de photocopier ou d'imprimer. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des plans, hein, comme on dit, quand on n'a pas les moyens financiers. Mais souvent, là où le projet éditorial achoppe, c'est la diffusion. Parce que quand vous avez des caisses ou des piles de fanzines qui restent à la maison et que vous ne savez pas comment les distribuer, au bout d'un moment, ça décourage. Le mouvement punk, ça a été un accélérateur pour la création de fanzines.
Ça a été un accélérateur, oui, parce que en fait, il y a une conjoncture technologique et puis philosophique. L'éthique, effectivement, du punk, c'est le do-it-yourself, hein, c'est faire soi-même, faire dans l'urgence. Et donc, à partir du milieu des années 70. C'est au contraire, c'est cette attitude un petit peu dada aussi contre l'institution. Donc on ne sait pas écrire, bah, tant mieux. On va écrire quand même. On fait des fautes, c'est pas grave. Hein. C'est les groupes qui se montent. Ils ne sont pas musiciens. Ils connaissent un accord, éventuellement deux, mais c'est pas grave. Ils montent un groupe, ils font sur scène, ils apprennent sur scène. Donc pour le fanzina, c'est pareil. Et surtout, c'est peut-être une des différences avec le fanzina de BD, c'est quand, au milieu des années 70, vous avez des photocopieurs. Alors, il faut voir, hein, les photocopies des années 70, c'est vraiment quelque chose de très gris, très passé, très délavé, assez moche, assez crade. Donc, pour la bande dessinée, quand vous avez passé des journées, des nuits à bien dessiner, puis qu'à la fin, vous avez un truc tout gris qui sort, c'est pas chouette. C'est d'ailleurs ce que dit... est-ce qu'on peut me remettre le banc titre ? Voilà, c'est dans One Shot, je dirais tout à l'heure, une couverture de Philippe Casa, c'est ce que dit à la fin le rédacteur, hein, de One Shot. Bon, bah voilà, je fais le bilan, ça fait 3 ans que je suis sur ce truc, l'impression n'est pas terrible, c'est décevant, etc. Donc en fait, c'est souvent quelque chose qui est limitant pour la BD, donc il va plutôt aller vers des systèmes de reprographie plus qualitatifs, éventuellement l'offset, donc enfin un peu plus de moyens. Alors que le punk, au contraire, avoir un fanzine qui est crade, c'est finalement renvoyer l'image du punk lui-même. Donc en fait, il y a un accord esthétique entre le fanzine photocopié qui est moche et l'image que veut renvoyer le punk. Donc c'est pour ça que c'est un média qui va être adopté par les punks. Et puis si on prend le punk anglais, Sniffing Glue, qui est considéré comme le premier fanzine punk anglais, historiquement c'est pas vrai, mais c'est celui qui est vraiment l'étincelle qui déclenche le mouvement, parce que il commence à paraître en juillet 76, c'est l'explosion médiatique du punk à Londres. Puis tous les mois il y a un numéro, donc il commence 50 exemplaires, le premier numéro. Un an plus tard, le numéro 12, il est rendu à 12-13 000 exemplaires. Et là, il dit j'arrête parce que tout le monde me demande des leçons, comment il faut faire, etc. Mais vous n'avez pas compris, en fait. Faites votre propre magazine, faites votre propre fanzine, arrêtez de me copier. Donc le meilleur moyen pour que vous arrêtiez de me copier, c'est que j'arrête. Et donc il arrête. Alors ça, c'est la belle histoire. En réalité, il monte son groupe de punk, Alternative TV, c'est Marc Perry. Donc ça lui permet de se dégager du fanzine et de se consacrer à 100% à son groupe. Mais en tout cas, ce modèle esthétique et puis aussi de copier-coller se diffuse, et on le voit très vite. On va avoir des copies en France, aux États-Unis, en Californie, au Japon, qui font référence à Sniffing Glue. Donc voilà. Donc malgré tout, on se rend compte que ces fanzines se diffusent parce qu'ils voyagent avec les groupes très souvent. Hein, comme on le disait tout à l'heure, le membre des Burning Heads ou Marsu, l'ancien manager des Berus, disait en fait le média de confiance, c'est le fanzine. Donc on les prend avec nous et on les met sur la table au concert avec les disques, ce qui permet de diffuser le fanzine. Punk. Dans le documentaire, tu insistes aussi sur le fait que c'est un laboratoire sociétal. C'est là où, par exemple, Elie Medeiros aborde le véganisme, Oui. l'écologie. En fait, à un moment, c'est plus finalement que quelque chose de fan, c'est une prise de parole sur la société. Complètement. C'est vrai qu'à un moment donné, je dirais que par facilité de langage, on parle de fanzine, mais très souvent aussi on parle de zine parfois, pour montrer que cette dimension fan, elle peut disparaître au profit, notamment avec les fanzines sur le punk, les fanzines anarcho-punk, très vite vont entrer vont avoir une part non négligeable du contenu éditorial qui est dédié à l'anarchisme. Après, on va avoir dans les années 2000, on va avoir Riot, qui va être un fanzine de l'Internationale émeutière, alors là, qui est en fait un organe de presse politique qui explique comment saboter des trains. Alors, c'est dans la mouvement Black Bloc, le G8, etc. Donc, où là, on parle plus de zine maintenant, on a des médias qui ne vont pas être sur Internet pour ne pas être repérés,
et qui vont utiliser le papier pour être distribués justement sous le manteau et puis échapper au RG, etc. Et effectivement, après, plus récemment, depuis les années 90, la deuxième vague de féminisme, le mouvement Riot Girls, là, on va avoir effectivement un contenu de plus en plus politisé, revendicatif, et le terme fanzine est remplacé par celui de zine tout court, ce qui permet de faire une différence, de montrer que ça reste un média alternatif, mais qui n'est pas un magazine au sens du média que vous trouvez en kiosque. Et par essence, le fanzine peut aborder tous les sujets, tous les thèmes. Tous les thèmes. Il y a des fanzines, là on en a vu, sur le tatouage. Moi j'ai des fanzines sur le catch, j'ai des fanzines sur les catcheurs morts. J'ai des fanzines sur le vélo, j'ai des fanzines sur vélo et féminisme, vélo et obésité. Donc il y a cette dimension aussi qui a été évoquée tout à l'heure de perzine, c'est-à-dire personal zine, qui est ce côté journal intime en fait. Là aussi, on n'est plus dans le fan ou être fan de soi-même, mais c'est rarement le cas. C'est plutôt ce journal intime, mais qui, au lieu de rester totalement intime, va être diffusé, alors souvent à peu d'exemplaires, 20, 30, 40, et puis dans un petit cercle connu, ou parfois aussi inconnu. Donc là, on a des gens qui racontent leur vie, et puis on peut aller jusqu'à une sorte de fanzinothérapie, à travers l'édition, l'écriture thérapeutique en fait. Et ce que disait Marie Bourgoin à la fin est extrêmement important. Moi j'ai eu l'occasion de faire des ateliers ici au centre Françoise Dolto avec des jeunes, atelier fanzine. Et l'idée, quand on a fait ces fanzines, qui très vite ont tourné autour de la BD, dès le départ, ça a été de dire, attention, c'est pas un exercice c'est un exercice qu'on fait au sein de l'hôpital, mais à la fin, on va le photocopier et on va le diffuser à l'extérieur si vous êtes d'accord. Il y avait cette idée que ça reste pas entre nous, ils auront la possibilité de le diffuser, et ils étaient très contents de savoir que ça allait des gens qui allaient le lire, et donc Donc après, oui, sur les thèmes, c'est infini en fait, ça se renouvelle en permanence. Et dans l'histoire du fanzine en France, la création de la fanzinothèque en 1989, c'est un moment crucial pour toi ? Oui, moi c'était effectivement, moi je me souviens avoir reçu, je l'ai toujours, ce courrier. Ça faisait 1 an qu'on faisait des fanzines avec des copains au lycée, et donc on était déjà, il y avait à l'époque un répertoire qui s'appelait l'Officiel du Rock, qui était édité par les centres Inforock, qui étaient des centres régionaux. Et donc la personne, le contact à Nantes, connaissait notre fanzine, nous avait mis dans le répertoire. Donc on avait reçu une lettre de la fanzinothèque de Poitiers nous disant, en septembre 89 a été créé ce lieu de ressources, envoyez-nous vos fanzines. Et ce lieu, alors aujourd'hui c'est la plus ancienne fanzinothèque au monde. C'est aussi l'une des plus importantes fanzinothèques au monde. Et elle a assuré le rôle que n'a pas assuré la BNF, par exemple, la Bibliothèque nationale de France, qui héberge le dépôt légal. Normalement, quand vous faites une publication en France, vous devez envoyer un exemplaire à la BNF. Et puis jusqu'en 2006, il fallait aussi envoyer un exemplaire au ministère de l'Intérieur, qui pouvait interdire éventuellement la publication. Donc vous imaginez bien que les fanzines punk n'envoyaient pas au ministère de l'Intérieur dans les années 80 à Charles Pasqua leurs écrits. Donc en fait, très souvent, les fanzines n'étaient pas dans le fond de la BNF, soit par choix, on va dire, idéologique, de ne pas être dans l'institution, la plupart du temps par ignorance, en fait. On ne savait pas qu'il fallait le déposer. Et puis, la BNF n'était pas proactive, je dis bien était, parce que ça a changé, n'allait pas à la recherche, parce que vous aviez des fanzines qui changeaient, même, on prend Schtroumpf, là, vous voyez, c'est le premier titre, Schtroumpf, mais déjà dans ce numéro 24-25, c'est la 2e année, vous voyez, à la fin, il parle de Schtroumpf fanzine. Ouais, c'est pas tout à fait. Et ça va être le Schtroumpf fanzine, ça va être le nom qui va être utilisé par la suite. Et puis ça va changer. Donc déjà, c'est compliqué pour la BNF. Un titre dont un support écrit dont le titre change à chaque numéro, dont la numérotation est aléatoire. En gros, ça rentre pas dans les cases. Donc ils n'ont pas été très proactifs pendant des années. Et du coup, c'est la fanzinothèque de Poitiers qui a joué ce rôle de lieu d'archivage, de collecte, d'archivage du fanzina en France. Et elle est reconnue aujourd'hui, même par les institutions et par la BNF, comme le lieu dédié. Alors si vous ne connaissez pas la fanzinothèque de Poitiers, je vous invite à y aller, parce que c'est comme
c'est pas une bibliothèque classique, c'est comme une librairie en fait. Vous rentrez chez un disquaire, tous les fanzines sont accessibles. Vous piochez, vous feuilletez, vous en sortez un, vous le remettez, etc. Et c'est un choix qu'a fait la fanzinothèque, se dire le fanzine il est fait pour vivre et il s'abîme bien sûr, mais c'est dans son ADN de s'abîmer quand on le feuillette. Donc il ne faut pas de gants blancs non plus quand on les feuillette, même des exemplaires très anciens. Et donc ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que le fanzine a survécu à Internet en fait. Il a survécu à Internet, il s'est même renouvelé avec Internet et il s'est appuyé sur Internet. Alors, c'est vrai que moi je me souviens, quand je le dis dans le documentaire, cette arrivée de Free a été importante parce que c'était la possibilité d'avoir, avant Free, c'était Wanadu, enfin Orange maintenant, et donc pour avoir un site, il fallait avoir un abonnement payant. Quand on allait consulter, si on n'avait pas de ligne dédiée, voilà, ça occupait la ligne, etc. Free est arrivé avec ses abonnements gratuits et ses stockages gratuits. Et moi, je me souviens avoir créé 10 abonnements chez Free en quelques mois, en utilisant des pseudos, en mettant mon adresse, celle de mes parents, celle de copains, pour pouvoir stocker des fanzines différents. Hein, ils sont toujours en ligne. Ils errent définitivement dans le cyberespace. Mais ça, c'était quelque chose d'important parce que tout d'un coup, on avait beaucoup de fanzines qui sont passés du format papier avec tous les problèmes liés au coût d'impression, à la diffusion, au retour aussi, parce que vous les déposez dans une librairie, hein, vous faites un tour de France parce que vous êtes en vacances, vous dites super, j'en dépose à Toulouse, j'en dépose à Grenoble, etc. Dans le numéro suivant, vous dites le fanzine est disponible partout, mais en fait vous ne repassez jamais. Donc l'argent, les ventes, vous ne le récupérez jamais. Donc ça, quand même, ça dans l'économie du fanzine, c'est compliqué. Donc l'arrivée d'Internet, d'un Internet gratuit, a fait que pas mal de fanzines papier sont passés sur le web. Je pense à, par exemple, Prémonition, qui est un fanzine musical assez important, qui a pu ressembler à la fin aux Inrecuptibles ou à Magic, dont on a entendu parler tout à l'heure, et qui, lui, est passé sur le web et qui, en fait, a trépassé entre guillemets parce que tout d'un coup l'ergonomie en fait d'internet fait qu'il faut des compétences qui sont un peu plus élevées que savoir découper, coller. Si vous ne maîtrisez pas HTML à l'époque ou aujourd'hui, c'est un peu plus simple peut-être aujourd'hui, mais donc ça a été pendant les années 2000, on avait une baisse du nombre de fanzines parce que certains sont transférés sur Internet. Plus récemment, ça a été l'inverse. C'est plutôt des blogs, des webzines ou des blogs qui sont allés vers ensuite le papier. On a ce transfert inverse. On a Pitchfork, je suis plus spécialisé en musique, le site américain Pitchfork, canadien Pitchfork, qui a été un site vraiment prescripteur, l'équivalent des Inrecuptibles, si vous voulez, en Amérique du Nord, et qui avait des millions de vues sur Internet et tout d'un coup est passé au format papier. Mais ça n'a pas duré. Donc on a cet aller-retour possible. Et puis je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, pour les fanzines papier, l'Internet c'est souvent un support de promotion, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. C'est dire, mon fanzine il est sorti, il est dispo sur telle plateforme, Bandcamp, Etsy ou autre. Et tout à l'heure, on a vu vaguement Magic Mushroom et tu me disais, c'est né à Saint-Malo justement. Alors Magic Mushroom, oui, Magic Mushroom, alors qui est devenu Magic, qui est un titre qui est devenu un titre de presse en kiosque. En fait, c'est né lors de la première Route du Rock. Il y a une concomitance entre la première édition de la Route du Rock hiver, feu maison des associations. Alors moi à l'époque j'étais correspondant régional pour le fanzine parisien New Wave qu'on a vu aussi. Et donc du coup j'étais venu à Saint-Malo depuis Nantes pour ce premier festival, première édition de la Route du Rock. Et j'ai découvert Magic Mushroom numéro 0, qui était tout en noir et blanc. Et puis je suis reparti avec une dizaine d'exemplaires. Du coup, j'étais devenu distributeur du fanzine à Nantes pendant plusieurs numéros. Et Magic Mushroom va progressivement du premier numéro qui était en noir et blanc. Le numéro 1, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une couve en 2 couleurs, mais l'intérieur était tout en noir et blanc. Va progressivement passer en papier glacé, puis en kiosque, un magazine professionnel qui s'appellera Magic, jusqu'en 2017, où ça va être racheté
par un groupe de presse, et quelqu'un qui va se faire plaisir, mais qui ne va pas comprendre un petit peu l'ADN de l'équipe. Et donc toute la rédaction, les 26 membres de la rédaction vont démissionner fin 2017. Et ça va se terminer aussi en fanzine, parce que moi j'étais un petit peu triste que ce magazine se termine comme ça. Donc je les ai contactés et je leur ai dit, moi je me souviens de Magic Mushroom, Magic c'est une belle idée, si on terminait en Mushroom. Et on a créé un fanzine Mushroom, un numéro, 64 pages, en 3 semaines. Et on l'a diffusé en crowd printing, qu'on a inventé pour l'occasion. C'est-à-dire on a dit aux gens, ce numéro spécial avec plein de contributeurs prestigieux, il est gratuit, on vous envoie le PDF. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'en imprimer 2 exemplaires, un pour vous et un pour distribuer. Et en 48 heures, il y a eu 800 exemplaires d'imprimés à Tokyo, à Los Angeles, à Londres, un peu partout. Donc ça a été, c'était assez amusant. Et là, on s'est appuyé sur Internet, mais c'était vraiment l'esprit du fanzine. Et voilà, Magic, Mushroom, on va dire, c'est clos avec cette dernier pied de nez fanzineux. Est-ce que tu veux nous montrer d'autres pièces là, parce que tu as amené d'autres choses? Après, oui, alors je montrais celui-là tout à l'heure, One Shot, en fait, qui est de Rouen, donc qui était consacré plutôt bande dessinée. Alors, vous voyez, parfois l'impression, les caractères sont tellement, on voit bien la qualité d'impression est assez mauvaise, c'est presque illisible. Donc son auteur nous dit, ça fait 3 ans, j'ai passé 3 ans à concevoir ce numéro. J'espère que le prochain arrivera dans moins longtemps. Et je vais passer sur cette page-là parce que la typo, on peut la reconnaître. Et en fait, le one-shot numéro 2 sortira en 1979, 6 ans plus tard. Et ça ne sera plus du tout un magazine ou un fanzine de BD. Ça sera en fait un label. C'est de Rouen, c'est Jean-Pierre Turmel qui va monter Sordide Sentimental. Alors pour ceux qui connaissent la musique industrielle, Throbbing Gristle ou post-punk avec Joy Division, il va sortir un 45 tours de Joy Division et vous reconnaissez la typo des pochettes de disques et des livrets de Sordide Sentimental qu'il utilisait donc déjà dans ce one-shot. Et en fait, c'est le numéro 1. Et c'est vrai que c'est pas trop dans l'histoire officielle, c'est pas trop raconté, mais la première référence du label Sordide Sentimental, en petit, c'est marqué One-Shot 2. Voilà. Donc la raison, c'est que ce numéro 1, il est là. Et qu'il a caché depuis, puisque c'était 300 ou 350 exemplaires, vous voyez, Rouen, juin 73. Voilà, et puis autre chose pour montrer la diversité, et qu'on n'est pas du fanzine, un fanzine belge, Coccinelle, la BD à bon Dieu, c'est un fanzine religieux, voilà, fanzine chrétien, donc les mystères de l'an zéro, vous voyez, François Crénal. Donc on peut avoir des fanzines sur tous les sujets, tous les domaines. Et aussi la religion. Ta collection, elle compte combien de pièces? 2000 à peu près. Ah ouais. Mais ils ne sont pas catalogués, c'est un peu le problème. C'est pas très sérieux quand même. Non. Je les ai rangés par ordre alphabétique il y a 2 ans, parce que je m'en sortais plus. Et est-ce que comme l'artiste Freak City, qui dit à un moment que lui, il aime bien les relire justement, parce oui. que toi aussi, tu relis des pièces qui t'ont marqué Complètement. Et je redécouvre des choses à chaque fois, en fait. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais passé à côté la première fois que je les ai lues. Bordel 666, le fanzine qui m'a donné envie de faire du fanzine musical. Je l'avais acheté parce qu'il y avait un truc sur Angelic Upstarts, qui est un groupe punk anglais, les Collabos, qui était un groupe punk français. Et puis récemment, en le reprenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un article sur Nina Kuss, qui est donc Nina Childress aujourd'hui, qui est une artiste plasticienne que j'ai découvert depuis, que je ne connaissais pas à l'époque. Et donc voilà, je me suis dit, en fait, elle était déjà là. Dès 89, en fait, je la connaissais, entre guillemets, puisque c'était quelque chose sur son travail artistique, mais ça ne m'intéressait pas à l'époque. Et donc oui, retourner vers les fanzines, c'est ce que je disais sur Boudjelal, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, en le lisant, je me dis, tiens, voilà, je n'avais pas fait attention. Et en tant que chercheur, en fait, c'est quoi ton prochain travail autour des fanzines? C'est quoi ton ambition première? Alors moi, j'enseigne toujours en fait en écologie environnement. Donc je fais faire des fanzines à mes étudiants qui sont en master d'écologie, donc pour leur faire parler de leur mémoire de recherche, mais avec d'autres supports
que des supports classiques de l'article scientifique, du poster scientifique, en se disant on va essayer de s'adresser à un autre public, on va faire des affiches, on va les mettre dans la rue, des petits fanzines format A6, avec du dessin, de la bande dessinée, voilà, parler autrement. Et là, on est sur un projet qui s'appelle Akazine. On vient de lancer un numéro il y a mardi dernier, le premier numéro à Paris, qui est sur la place du fanzine à l'université. Parce qu'en fait, la question, le fanzine a-t-il sa place à l'université, comme toutes les contre-cultures, comme toutes les cultures de la marge qui se sentent tout d'un coup récupérées. Et je crois que ce qui m'a motivé aussi à étudier le fanzine, c'est à me dire... Enfin, je connais une partie de ce milieu. Voilà, engager le dialogue avec les gens qui font des fanzines, il se fait parce qu'on sait que tu viens du milieu du fanzina et on peut discuter de ça. Et donc, en fait, c'est très pluridisciplinaire. C'est à la fois des sciences de la communication, ça peut être de l'histoire de l'art, ça peut être de la sociologie. Il y a plein de clés de lecture, de prismes de lecture du fanzine. Puis c'est aussi l'histoire de la presse, et la presse amateur notamment. Alors, si vous avez des questions pour Samuel, n'hésitez pas. On va vous faire circuler un micro pour que aussi les gens sur le net vous entendent. Donc s'il y a quelqu'un qui veut. Il n'y a pas de mauvaises questions? Oui, madame. Attendez, je vais vous donner. Bonjour, c'était super passionnant. Juste une question, vous parliez des fanzines que vous voyez aux US. Je vois beaucoup dans tout ce qui est jeux vidéo, etc., des zines, ils appellent ça comme ça, des girlzines, etc., ouais. Qui sont très professionnels aussi dans le format. Est-ce que ça rejoint aussi le fanzine ou Alors, il y a un terme américain qui s'appelle prozine, pour professional zine. En fait, je disais dans le documentaire, il y a souvent 3 marqueurs de l'alternatif. C'est la décapitalisation, c'est-à-dire le manque de capitaux économiques, c'est la déprofessionnalisation, c'est-à-dire le côté amateur, et puis le fait de ne pas être dans l'institution. Et en fait, un fanzine, on avait l'exemple des Inrecuptibles, qui naît comme un projet étudiant, et puis petit à petit, il se professionnalise, c'est-à-dire ces marqueurs alternatifs peuvent disparaître. Et le prozine, c'est souvent effectivement un magazine qui est en dessous du circuit mainstream, parce qu'il y a un des marqueurs qui n'a pas réussi à combler. Et souvent, ce marqueur, c'est la distribution. En France, c'était les NMPP, les nouvelles messageries de presse parisienne, qui avaient un monopole pendant très longtemps. Et quand on regarde l'histoire de la presse magazine en France, très souvent, les nouveaux titres, les mensuels, ils disparaissent au 7e numéro. Ce n'est pas parce que le chiffre porte malheur, c'est parce que les NMPP, lorsque vous avez une distribution NMPP, eh bien vous avez un retour sur les ventes au bout de 6 mois. Donc si vous êtes mensuel, vous avez eu le temps de sortir 7 numéros, puis au 7e, on vous dit voilà ce que vous avez vendu ou voilà ce que vous n'avez pas vendu. Et comme les invendus, il faut payer pour les retours, très souvent les titres mettaient la clé sous la porte parce qu'ils avaient une belle idée, mais les lecteurs n'avaient pas suivi. Donc ce passage en fait, de la distribution, on va dire alternative, le dépôt-vente, quel que soit le domaine que vous êtes, on entendait tout à l'heure sur les fanzines de cinéma de gore, etc. Voilà, vous avez un réseau de libraires qui vont prendre votre fanzine, donc ça c'est une distribution artisanale. Mais si tout d'un coup vous voulez passer en kiosque, il faut avoir les reins solides économiquement. Donc certains des fanzines américains, effectivement, ont ces compétences de mise en page, vont éventuellement même payer des piges, etc. Donc vont ressembler factuellement, formellement, à un magazine qui est en kiosque, en fait. Et on utilise parfois le terme de prozine. Mais c'est le cas aussi sur des fanzines français actuels. Alors je vois sur les fanzines de manga, souvent les fanzines de manga, voilà, ont un graphisme très léché. Effectivement, depuis 10-15 ans, on a des outils on parlait de PAO, publication assistée par ordinateur, Illustrator, InDesign, tout ça, ou de mise en page via des applis qui permettent d'avoir quelque chose d'assez professionnel dans l'aspect. Le nerf de la guerre, c'est toujours, je pense, la distribution, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser soi-même. Et vous me parliez de jeux vidéo aussi, de fanzines de jeux vidéo? Oui, tout à fait. En fait, je pensais à ces zines, plutôt que fanzines, qui sont sur un personnage spécifique d'une licence et qui sont un peu un recueil ou un artbook d'illustration. Oui. Là où il manque, en effet, dans ce que vous dites, c'est qu'ils n'ont pas forcément les droits
de proposer, mais qui sont par exemple vendus. Oui. J'en ai qui viennent des US et qui sont vendus par financement participatif. Oui. Avec une super qualité d'impression, etc. Oui, Et un ensemble de goodies ou ce genre de choses. Oui, ça c'est une question très intéressante, celle des droits, parce que on n'a pas vu, il y a le Fanzinarium à Paris, qui est une fanzinothèque qui a été créée il y a 3 ans, et Cox, qui intervenait là, qui travaillait à la bibliothèque Fornet, est une des fondatrices. Et dans ce fanzinarium, il y a une des 3 fondatrices, Delphine, qui est le spécialiste du fanzine manga, qui a écrit un ouvrage, elle a écrit un mémoire sur l'histoire du fanzine manga en France. Elle ne peut pas le publier parce que la question des droits, c'est quelque chose d'assez épineux, notamment dans le milieu manga. Donc même faire reprendre la couverture, reprendre un dessin pour illustrer son propos, qui est plutôt universitaire, elle ne peut pas. Donc en fait, très souvent, on est quand même sur du piratage. Ça, c'est l'essence du fanzina aussi. C'est de ne pas se poser la question, souvent parce que par ignorance, mais même quand on sait qu'on ne pourra pas payer les droits, on les utilise quand même en espérant ne pas se faire prendre. C'est aussi... alors c'est vrai que quand c'est des personnages... que ce soit Harry Potter, que ce soit Star Trek ou des séries télé, etc. On sait très bien qu'on a eu des fanzines qui ont, par exemple, qui sont nés après 1968-69, là, après la fin de Star Trek, première série, et qui ont imaginé des histoires homo-érotiques entre Kirk et Spock. Donc là, évidemment, c'est né dans les fanzines. Et là, les détenteurs des droits, généralement, ils ne sont pas d'accord. On sait bien aussi pour Tintin, c'est pareil. Mais ce détournement, ça fait partie de l'ADN du fanzine. C'est justement, le système nous empêche de faire quelque chose, on va se débrouiller pour le faire. Mais dans ce cas, vous restez sur une circulation, une diffusion qui est souterraine. Vous n'essayez pas d'être au premier plan. Une autre question pour Samuel Oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voulais connaître en fait l'intérêt des réalisateurs du film, en fait, sachant que ça reste pour moi un média justement underground, en fait, un peu une culture de niche. Et du coup, je ressens une démocratisation en fait de ce média. Moi, je suis fan de fanzine, de pourquoi ils ont choisi de... Ouais, l'intérêt. Voilà, même Guardès que je connais pas personnellement, mais avec ses fanzines et tout ça, l'intérêt premier de leur de montrer tout ça justement, qui pour moi ne devrait pas être montré. Ouais, c'est ça, qui reste justement un acte de recherche par soi-même en fait, d'aller au concert, d'aller gratter. Ouais, mais en fait, ça va un peu à l'encontre de l'intérêt du fanzine en fait, de ce qu'il véhicule en fait. En fait, il faut. Ouais, je comprends l'idée. Et Stephen Duncombe écrivait que c'était le fanzine. En fait, c'est un média qui célèbre les losers dans un monde de winners, en gros. Et du coup, si on pousse cette logique-là jusqu'au bout, est-ce qu'on peut se dire aussi que le fanzine, c'est un média quelque part élitiste et snob ? C'est ça. C'est ça. Parce que il faut aller les pêcher, comme disait Paco Tilman. On va à la pêche, on est content effectivement quand on l'a trouvé. Moi je sais que celui-là, ce Schtroumpf-là, je l'ai acheté 3 €. Dans un bac, j'ai demandé, vous avez des fanzines? Il fait, oh, ouais, j'en ai des caisses là-bas, mais j'ai pas envie. Et puis je fais le pied de grue, et puis je bouge plus. Donc il va chercher forcément la caisse à un moment donné. Donc ça, ou même Raccord, c'est pareil. Quand vous tombez dessus, vous êtes content. C'est un peu la pêche miraculeuse. Mais je pense que Guillaume Guardès a été directeur de la Fanzinothèque pendant 2 ans, et c'est à ce moment-là qu'il a eu cette idée de créer ce documentaire, mais aussi parce que moi qui viens plutôt du fanzine musical, même si très vite j'étais vers les fanzines littéraires, et puis j'ai fait après je disais des fanzines sur les fanzines, et j'ai commencé à voir cette diversité, il y a une certaine en fait étanchéité. Alors par exemple les fanzines de footeux, ultra, qui existent depuis le début des années 90. Alors il se trouve quand j'étais étudiant, moi j'ai travaillé pendant 6 ans pour le FC Nantes, dans le secteur communication, donc j'écrivais pour Sportmania, le magazine mainstream là, du club. Et en fait, au moment où j'étais vraiment très actif dans la scène fanzine de Nantes, je ne savais pas qu'il y avait des fanzines d'ultra dans les tribunes.
Et en fait, là, c'est vraiment l'extrême, parce que ces fanzines-là, ils ne sortent pas de la tribune. Ils sont vraiment... C'est presque étonnant qu'ils témoignent dans le documentaire, parce que généralement, quand ils participent à des tables rondes, ils arrivent, ils parlent, ils partent, et ils ne veulent pas communiquer avec les autres. Et en fait, je pense qu'une des motivations, c'était de dire, en fait, il y a toujours des fans, des gens passionnés dans le monde du cinéma, dans le monde de la BD. Il y a souvent cette étanchéité entre les cultures. Alors, il y a eu des fanzines rock et BD. Je pense à Rockardy, par exemple, à Clermont-Ferrand. Et bien sûr, il y a eu ces mélanges, mais c'est très souvent monolithique, on va dire, par rapport à un objet culturel. Et je pense qu'ils avaient envie de montrer cette diversité, puis aussi de montrer, parce que là, on a des gens anciens comme moi, et puis des jeunes comme Violette Gauthier, qui, elle aussi, comme elle a dit, notre prof nous a demandé de faire une affiche. J'ai fait mon truc avec Iggy Pop, et son fanzine, elle avait 14 ans quand elle a commencé. Elle parle de punk des années 70-80, et elle en parle avec les yeux d'une ado de 15 ans de 2018 qui découvre ça, mais elle en parle avec une sincérité incroyable. Donc en fait, il y a aussi ce côté renouvellement incessant. Et je ne pense pas que c'est ça qui va faire que le fanzine... Alors je vais dire le contraire après, va devenir la nouvelle hype. Malgré tout, ça reste un terme cool aujourd'hui. Et on trouve des financements participatifs. Alors il y a une revue qui s'appelle Climax, qui est une revue plutôt écologique, et effectivement qui est en financement participatif. Ils font un fanzine parce que c'est DIY, parce que c'est cool, etc. Mais après, en dessous, vous voyez qu'il y a une organisation qui correspond à celle d'un magazine mainstream. Donc, mais ça, c'est pas inquiétant, parce que ça a déjà eu lieu au milieu des années 90, où... moi, je me souviens des majeures compagnies du disque, Barclay, etc., avaient lancé leur propre fanzine. Il y avait notamment Barclay faisait La Purée, avec sous-titre si tu ne l'as pas, je te l'envoie, avec des couvertures un peu à la têtue. Donc voilà, il surfait sur ce côté un peu, c'était la mode de Jean-Paul Gaultier, ce côté homo, pour vendre des disques. Voilà, c'était Barclay, et ça n'a pas duré. Donc en fait, oui, il peut y avoir cet effet de mode de temps en temps. Je ne pense pas que le documentaire, qui reste très confidentiel dans sa diffusion, crée une mode autour du fanzine. Je pense que l'idée, c'était plus, je parle à la place de Guillaume, là, mais effectivement, de montrer la diversité et faire découvrir finalement aux amateurs de fanzine que voilà, il n'y a pas que leur domaine qui existe, il y en a d'autres. Oui, d'autres aspects, c'est ça. Et d'autres aspects en fait aussi. Oui, d'autres aspects. Il y a toute l'économie, on pourrait parler de l'économie. On parle souvent du punk, du hardcore, tout ça, mais c'est vrai que ça s'ouvre à plein d'autres domaines en fait. Le skateboard, par exemple, les fanzines de skateboard, voilà, ça c'est vraiment le skateboard, c'est une culture qui est associée aux fanzines, c'est assez incroyable. Et notamment, vous avez des fanzines sur les planches DIY, construites soi-même. Où vous avez un fanzine, vous n'avez que des photos de planches faites de A à Z par les skaters. En tout cas, il y a pas mal de fanzines BD que vous pourrez trouver, je pense, parce qu'il y a plusieurs auteurs et autrices qui ont annoncé. Il y en a plein. Avec venir leur fanzine, donc sur certains stands, à côté de leur. Voilà. Ouais. C'est des types, souvent, c'est l'impression, j'en ai vu, il y en a en risographie, qui est un style technique d'impression qui est entre la sérigraphie qu'a présenté Paquito Bolino et la photocopieuse. On va dire ça un peu entre les deux. Il y a des éditeurs qui font du fanzine, comme je pense à Uchi Kuchi. Donc souvent ils font du livre, mais ils ont aussi des petites éditions beaucoup moins chères, voire prix libre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Samuel, merci beaucoup à vous. Bonne fin d'après-midi, bon festival, au revoir.